Avec cette nouvelle pièce à verser au dossier des OGM, des experts français estiment qu'une variété de maïs autorisée il y a quelques mois en France et en Europe a des effets toxiques sur le foie et les reins des rats utilisés comme cobayes. Les auteurs de cette étude, financée en partie par Greenpeace et qui est contestée, il faut le dire, demandent un moratoire et de nouveaux tests. C'est le dossier de cette édition, il est signé Jérôme Soulard, Jean-Marie Lecartier. Le maïs Monsanto 863 est né de la recherche privée américaine dans les années 80. Sa particularité, un gène artificiel qui empêche les attaques d'insectes sur les cultures. Résultat, le petit coléoptère est terrassé et les rendements agricoles bien meilleurs. Autorisé en France depuis 2 ans, il est aujourd'hui jugé dangereux par certains scientifiques. 3 universitaires français ont retravaillé les résultats de l'étude fournie par Monsanto, le fabricant. 1132 pages d'analyse, le suivi d'une colonie de rats nourris 90 jours avec ce maïs OGM. D'après eux, mon 863 serait impropre à la consommation. Nous avons remarqué des effets sur la santé des rats, en tout cas des signes de toxicité patents, même si on ne peut pas dire de quelle maladie il s'agit. On remarque que le foie et les reins sont déréglés. C'est la suite d'un travail qu'on avait commencé avec nos autres films, Nos enfants nous accuseront et Severn, La voix de nos enfants, et avec les personnes, les vrais acteurs de la vie qu'on avait rencontrés, et notamment un des acteurs de la vie qui s'appelle le professeur Gilles-Éric Serralini, qui effectivement, pendant le tournage de Severn, La voix de nos enfants, est venu nous voir, probablement parce qu'il a dû ressentir que c'était une question qui nous taraudait, en nous demandant est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que vous êtes capable de tenir un secret? Et on lui a dit, écoute, oui, a priori, on est tout à fait capable de tenir un secret, et qui nous a emmenés dans ce fameux laboratoire où il avait commencé ses expériences, son expérience in vivo sur les rats, sur ce fameux NK603 et sur le Roundup qui va avec. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. Le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on veut pas de ces produits. Cette étude est vraiment quelque chose d'historique. Parce que le rapport, il a fait quand même du bruit il y a 2 mois ou quelque chose comme ça qu'il a été publié. Et il y a eu les médias, ça en sont fait largement l'écho. Et d'ailleurs, depuis, si je me souviens bien, enfin je n'ai pas suivi dans les détails, les attaques pour contester cette étude et pour l'invalider, et non pas pour demander qu'elle soit complétée ou qu'elle soit reprise par les labos, ont été extrêmement nombreuses. On en est où là? Alors, vous avez plusieurs attaques, mais si on se met à les répertorier, là aussi on en a pour un sacré moment, mais ce qu'il faut vous rendre compte, c'est qu'il y a 2 mondes qui s'opposent. Vous avez le monde des pro-OGM et le monde des scientifiques pro-OGM, et puis des pouvoirs politiques pro-OGM, des instances politiques dirigeantes pro-OGM, et puis vous avez dans ce monde-là aussi des gens, des scientifiques, des politiques, des citoyens qui essayent, avec les moyens qui sont à leur disposition, d'y voir clair. Ils ne sont ni pour ni contre, mais ils essayent d'y voir clair. Donc au niveau européen, vous avez l'EFSA, et vous avez des gens à l'EFSA qui sont clairement corrompus. Je laisse Madame Lepage de bien vous détailler ça. Je vous invite à aller voir sur Dailymotion, elle a mis une petite vidéo en ligne, ou sur notre site d'ailleurs, www.touscobaye-lefilm.com. Vous verrez des interviews où Madame Lepage répond précisément à ces attaques au niveau de l'EFSA. Il se trouve qu'effectivement, au niveau de l'EFSA, au niveau européen, ces personnes sont vraiment partie prenante. Il n'y a pas d'autre mot, corrompues par les lobbies. Donc on ne peut pas avoir mis sur le marché, on ne peut pas avoir délivré une autorisation de mise sur le marché d'un produit, ce qu'a fait l'EFSA, le NK603, donc un groupe de 5-6 personnes ont autorisé en disant tout va bien, cette étude est valide, et puis ensuite dire qu'une étude qui vient invalider
cette mise d'autorisation sur le marché, dire que c'est correct. Donc il y a un vrai conflit d'intérêt à ce niveau-là. Ensuite, il y a un vrai conflit d'intérêt aussi au niveau du Haut Conseil des biotechnologies végétales, le HCB en France, qui a deux pôles, un pôle sociétal qui a trouvé que l'expérience était très intéressante et qu'elle ouvrait des voies toutes nouvelles et qu'il était temps effectivement de les ouvrir, de se poser ces questions, mais ça dans la presse vous n'en avez pas entendu parler. En revanche, vous avez entendu parler du pôle scientifique qui disait que les études ne valaient rien. Un OGM est un brevet, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. Si vous vous laissez envahir par les OGM qui sont fabriqués pour venir envahir les pays sous-développés, vous avez la corde au cou pour de bon. Quels sont les risques des OGM sur la santé? Personne n'en sait rien, quoi. Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. Très clairement, aujourd'hui, il y a des risques graves. Les semenciers s'opposent à donner leur OGM pour qu'on les teste. Les premiers qui ne veulent pas de la recherche, c'est eux. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Parce que je pars maintenant du principe qu'on pourrait presque nous traiter de collaborateurs. J'y vais fort. J'y vais fort ce soir. Mais je vous demande vraiment de vous informer et de me contredire si j'ai tort, mais au moins, nous aurons fait, nous, chacun de nous, citoyens, notre travail de nous dire « je m'informe dans mon âme et conscience, dans mon âme de citoyen, j'ai un libre arbitre et je me dois pour mes enfants de savoir la vérité. Et si je ne l'ai pas, je dois l'exiger de nos pouvoirs publics. » Ça prendrait beaucoup de temps parce que s'il n'y avait que ce domaine, s'il n'y avait que ce domaine, bon, on pourrait peut-être s'y consacrer, mais on est sans arrêt sur la brèche. On est dans des périodes terribles où chaque jour, effectivement, amène un souci d'indignation, de colère, etc. Pour en revenir à M. Serralini, une des accusations principales était qu'il avait utilisé une variété ou une race de rats qui, soi-disant, était déjà prédisposée à développer des tumeurs. Qu'en est-il? C'est la même que l'OCDE préconise pour toute cette race de rats, et celle qui est préconisée par l'OCDE pour faire les études scientifiques. Cette race de rats est la même que Monsanto a utilisée pour obtenir son utilisation de mise sur le marché de ce fameux OGM NK603. Donc je voudrais comprendre pourquoi cette race de rat est bonne pour certaines études et pas pour d'autres. N'est-ce pas? Oui, vous voulez dire, nous, on n'est pas des spécialistes et on ne sait pas à qui s'adresser et on est obligé de faire confiance. Malheureusement, à qui faire confiance? À votre libre arbitre. C'est ça. C'est ce que je demande aux gens, c'est de dire, au fond de moi-même, pourquoi? Parce qu'on est habitué finalement. Est-ce qu'on est une autorité qui décide pour nous? Ah ben lui il me dit ça, puis il a raison. Puis finalement, ah ben non, lui il me dit ça, il a raison. Mais au fond de moi, quand j'ai toutes les données, parce que finalement on devient feignant, on se contente d'avoir un minimum d'informations, puis de dire, puis j'ai d'autres choses à faire, de toute façon il y a des choses plus importantes. Non, on en est aujourd'hui, me semble-t-il, à un carrefour où il faut vraiment se poser des questions sur ces problèmes environnementaux. Je vais finir là-dessus. On a longtemps cru que la Terre était plate. Il a fallu combien de siècles pour arriver à faire comprendre? Et comment? Alors nous, qui ne sommes pas des spécialistes, comment faire? Moi, je veux bien... Comment faire? Continuer à vous informer, comme vous êtes déjà, je vous remercie d'être là, que vous êtes curieux, que vous êtes informé, mais remettez le travail sur l'établi, cherchez, mettez en doute, faites-vous votre propre opinion. Il me semble qu'à côté de la recherche de la vérité ou des informations, il faudrait un peu plus orienter vers les actions possibles. Alors, vous savez, il y a dans les années 80,
on avait dit, il y avait un slogan qui disait « Nestlé tue les bébés ». Avec le lait en poudre qu'on donnait en Afrique, comme ce lait en poudre était dilué avec de l'eau sale, évidemment ça faisait des catastrophes. Et Nestlé a été assez ébranlé là, parce que le problème des multinationales, leur talon d'Achille, c'est l'image. Donc il faut qu'on attaque sur l'image des grands groupes. Et là, il y a quelques séquences dans le film qui sont pas mal. Quand on est sur la thyroïde des bébés, je pense que ça paye, comme on dit. Hein. Vulgairement, mais ça paye. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être pour sortir de cet enfermement qu'on a, ou pour certaines dépressions, ou cet découragement, disons, plus simplement, pardon, vis-à-vis de cette oligarchie qui domine le monde, donner un peu plus de place aux alternatives. Vous en donnez quelques séquences, mais c'est quand même insuffisant. Parce que souvent, ce que les gens disent, mais oui, mais quoi faire? Il y a des choses qui fonctionnent, ça marche. Il y a eu un film récemment sur Arte sur toutes ces alternatives qui sont en train de se mettre en place un peu partout, à titre bricolage, on va dire pour l'instant, mais qui peuvent faire tache d'huile. Tu évoques les moissons du futur. Oui, voilà, les moissons du futur, par exemple. Il me semble que dans ce film, pour équilibrer, il aurait fallu mettre un peu plus d'alternatives. Il fait déjà 2 heures. Madame l'a dit, il fait déjà 2 heures. Et il va la réduire sur autre chose. Bon, écoutez, on en parlera avec Jean-Paul, mais c'était un choix. C'était un choix, et effectivement, il y en a des alternatives positives. Vous avez Gora Ndiaye au Sénégal, qui est pour nous suffisamment simple, clair et net pour nous montrer que tout est possible. Pour nous, c'est le choc, c'est la graine, c'est une séquence qui nous dit que c'est possible. Effectivement, on aurait pu faire un film entier sur ce qui est possible. Et au-delà de ça, moi, en tant que productrice et en tant que cinéaste, je prends la parole pour mon mari, nous revendiquons le droit à nous exprimer, mais de façon, entre guillemets, subjective et parcellaire, parce qu'on ne peut pas, en un seul film, tout dire. C'est impossible. Et si on veut dire les choses correctement, il faut les dire quand même jusqu'au bout. J'aime aussi l'idée de nous éloigner de nos égos de créateurs et de mettre tout ce travail qui est fait par tous ces réalisateurs, par Colline Serrault, par des gens que vous n'allez peut-être pas aimer, par Nicolas Hulot, par Yann Arthus Bertrand, par Marie-Monique Robin, par Jean-Paul Jaune, tous ces gens-là, par Éric Guéret, et j'en oublie certainement, par tous ces gens, par Sylvie Guilman et son mari, tous ces gens qui font, j'en ai avoir d'autres qui vont me revenir comme ça, Saporta, tous ces gens qui font un travail très complémentaire et qui vous donnent des informations comme ça. On ne peut pas tout donner. Mais tout ça, c'est une masse. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une masse de personnes qui en fait, on est tous sur une même planète. Prenons un petit peu d'altitude, regardons un petit peu toutes ces couleurs, tout ce qui est fait, toutes ces idées, et prenons-en de l'énergie. Vous avez raison, dans le film, il y a peu d'initiatives positives, mais on n'en était pas là quand on a fait le film. Je peux vous dire que quand on va à Fukushima, vous n'avez pas envie de revenir là en disant on va filmer les éoliennes. C'est l'irréversibilité. これはどちらもいずれは取り去ることができます。放射能についてはどうなのかっていうことになると全くこの先わからないっていうことが。Le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge. Je voulais dire qu'on est berné constamment, même sur les étiquettes, sur les produits qu'on consomme de manière régulière. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'écrit. Moi, si je veux choisir un produit sans OGM, ben, sur aucun produit c'est marqué. Autrefois, c'était marqué au début, on parlait un petit peu des OGM sur les emballages.
Puis je voulais dire autre chose. L'autre jour, je suis allée à la pharmacie parce que comme beaucoup, j'ai dû être atteinte par la pollution et j'ai un problème de thyroïde. Mon fils il est devenu stérile aussi, enfin un tas de choses quoi. Et alors la pharmacienne, elle me disait, mais vous savez, on vend autant de Doliprane que de Levothyrox. Et alors je suis restée mais stupéfaite, je me suis dit, ah bon autour de moi, tout le monde bouffe du Doliprane et tout le monde bouffe du Levothyrox quoi. Et on ne le sait pas quoi, c'est presque honteux. C'est presque honteux de dire, bah voilà, je prends du Levothyrox, j'ai un problème de thyroïde, sinon je pète un câble quoi. Et voilà, je crois que ça mériterait d'être vraiment d'être dans un film, c'est grave. Ça c'est sûr, des films d'animation, on peut en faire encore beaucoup. Moi je reviens sur le film. J'ai beaucoup apprécié le film en tant que film. Je trouve qu'il est très équilibré, il a beaucoup de tenue et il n'est pas du tout schématique. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est les magnifiques paysages qui sont donnés dans le film, la beauté du monde et la noirceur du propos. Je trouve que ça c'était vraiment quelque chose qui était vraiment, moi ça m'a beaucoup touchée. Et puis, juste un petit mot, lorsque Maryse se pose la question, et on se la pose tous, on est touchés, il y a toujours quelque chose qui nous révolte, ça soit Gaza, c'est autre chose, hein, le propos du film, etc. Mais je crois que quelque part dans notre petite tête, on doit toujours avoir en présence que c'est la financiarisation du monde qui mène la barque. Et on n'est pas fort pour lutter contre ça, mais on doit l'avoir dans la tête pour qu'un jour, petit à petit, les colères montent, mais qu'on touche au système. Voilà, c'est mon point de vue. Oui, vous avez tout à l'heure réclamé un droit à la subjectivité, moi je suis tout à fait d'accord. Votre film, c'est un film militant. Et comment? Jean-Paul Jotte serait là, il serait furieux. Je vous laisse le dire et après je vous contredis. D'accord. Mais si vous voulez, on en discutera après parce que ça serait trop long. Mais... Non, c'est important. C'est très important de vous expliquer pourquoi vous pensez qu'il est militant. D'accord. Mais il a un énorme mérite, si vous voulez. Moi, j'ai rien contre les faits militants, hein, au contraire. Mais il a surtout un énorme mérite, c'est qu'il secoue les consciences. Ceci dit, moi, je veux revenir un petit peu sur le problème de l'information qui a été soulevé par une personne derrière moi. D'accord, il faut s'informer. Mais il y a un problème. Si vous n'êtes pas vous-même un spécialiste d'un problème, moi je suis spécialiste d'un problème, si vous voulez, je peux juger les sources d'informations sur ce problème-là, j'ai une formation scientifique, mais par contre sur les OGM, là je suis ignorant. Alors comment voulez-vous que j'évalue la valeur d'une source d'information? D'autant plus que maintenant, avec Internet qui est répandu partout, des sources d'information, vous en avez des milliers, et comment trier au milieu de tout ça? Comment trier, encore une fois, en allant au bout? Moi, je sais que je suis dans ce travail-là, je ne dis pas que je détiens la vérité, je dis simplement que je suis en recherche. Voilà, je ne dis pas, et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un point d'interrogation après le titre. Ça veut dire qu'on vous renvoie à la question. Je voudrais finir sur le militantisme. Je vous invite, nous avons invité le HCB et l'AFVB, l'Association française de biotechnologie végétale, et le HCB, le Haut Conseil des biotechnologies végétales, à répondre à nos questions. Parce que nous voulions un film où tout le monde parle. En refusant notre interview, voilà notre film qui devient un film militant. Voilà. Oui, alors moi je voudrais répondre un petit peu à cette question en disant globalement, dans ta spécialité, tu t'es peut-être déjà rendu compte, je me permets de tutoyer, hein, tu t'es peut-être déjà rendu compte qu'il n'y a pas d'objectivité et il y a différents points de vue dans ta spécialité, puisque tu sais que tu en as une et tu peux juger à partir de ça. Donc on peut tous un petit peu, avec les connaissances et les savoirs qu'on a, comprendre la logique globale dans laquelle nous sommes.
Et à partir de là, je crois qu'on peut aussi, grâce à cette compréhension de la logique globale dans laquelle nous sommes, faire un repérage des différents positionnements où se retrouvent aujourd'hui, je dirais, les tenants des multinationales qui sont dans une logique. Alors je pourrais t'en parler en disant, ça fait très longtemps que les semenciers cherchent le moyen de rendre captifs les agriculteurs. C'est un vieux truc qu'ils ont commencé à faire en mettant au monde déjà la semence hybride. Celle qui, au bout de première génération, à la deuxième génération, elle ne produisait plus de fruits. Hein? Le principe, il est là, c'est-à-dire que Monsanto, lui, il a réfléchi jusqu'à nous pondre, et je vous le rappelle, hein, un OGM qui s'appelait Terminator, hein, celui qui possédait dans sa semence la propre mort du fruit, enfin, qui était derrière. Hein. Je veux dire, donc on est dans ces logiques de captation. Hein. Ces multinationales ont décidé d'être aujourd'hui les opérateurs de 80 à 100% de ce qui se passe et de ce qui se commercialise sur le monde. On le voit au travers du film, on nous parle de l'OMC, on nous parle de ces différentes instances, et ce chercheur suisse, Jean Ziegler, qui explique très bien comment ça fonctionne tout ça, qui d'ailleurs ne souhaite pas qu'on fasse un procès contre lui, mais qui quand même s'inscrit dans la compréhension de ces... Alors je crois qu'à partir de là, il ne faut plus quand même trop se dire qu'on n'a pas les moyens de juger. Une fois qu'on a capté ce principe de ces logiques, qui s'exprime aujourd'hui, eh bien, effectivement, après, on peut aller chercher l'information complémentaire, ou du moins l'information que nous n'avons pas, ou celle sur laquelle on a tronqué le morceau, ou celle sur laquelle on a choisi de ne pas développer l'analyse, et d'aller la chercher nous-mêmes, sur Internet, ou en questionnant quelques connaissances que tu peux avoir autour de toi, pour aller effectivement compléter cet aspect qui manque aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais attirer ton attention sur le fait que ce qui est étonnant, c'est que dans les nouvelles aujourd'hui, quand on nous parle des nouvelles à la télévision, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun dossier, c'est que des faits divers. C'est assez extraordinaire, et on nous impose ce fait divers comme étant une information. Je veux dire, c'est pas de l'information un fait divers. Un fait divers, c'est le symptôme d'une situation sur laquelle on n'a pas fait d'analyse. Mais quand on veut faire une analyse, véritablement une information, donner une information aux gens, il faut qu'on présente les éléments qui ont construit le fait divers, et pas nous évoquer le fait divers. Donc il y a vraiment, en termes on n'est pas sans moyens intellectuels, à partir du moment où on n'est pas spécialiste d'une question. Moi je sais que je suis un autodidacte de toute ma vie, j'ai acquis un certain nombre de savoir-faire, mais à chaque fois j'ai été creusé, j'ai été cherché, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça. Ce qui me permet de te dire ça aujourd'hui. Voilà. Après l'explosion d'Hiroshima, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc du coup, la naissance des OGM. Oui, vous dites tous cobayes tout à l'heure. Je pense que vous avez peut-être envie qu'on parle aussi du titre, mais moi je crois qu'on n'est pas des cobayes, on n'est rien. Aux yeux du monde, on n'est que des consommateurs, et puis tant qu'on est des consommateurs, et ben voilà, ça leur convient très bien, mais notre parole les indiffère. On n'est rien, je pense qu'on n'est rien, vraiment rien. Ça a toujours été, on a bien laissé les poilus s'étouffer dans la boue, je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas mourir d'OGM, ça touche personne. On n'est rien tant qu'on n'est rien. La question, elle est là. C'est que d'un seul coup, de consommateur, tu peux devenir consommateur. Tu peux dépasser cette dimension dans laquelle on te met aujourd'hui. Effectivement, ton analyse est pertinente. On n'est rien. On n'est rien tant qu'on dit rien. La question, c'est que quand tout commence à se regrouper, et à dire et à parler, comme ces gens qui te l'ont montré au Japon, à côté de Fukushima. Ça va gêner un peu, je dirais. Ah non, si on est de plus en plus nombreux, ça va gêner beaucoup, crois-moi. La question, c'est d'être nombreux. Je veux rien faire, hein. Non, mais moi je te dis. La question, c'est d'être nombreux. C'est de ne pas être 10, évidemment. Pas s'arrêter. Et voilà, il y a ni stop, ni petit. Il faut notre seule force dans cette situation, après la conscience,
c'est le nombre. Quand même, la mondialisation passe son temps à contourner les choses. Si ça c'est interdit, bon, alors on va leur faire autre chose. Et bon, c'est assez pessimiste. Mais... Et en tant que consommateur, vous avez le choix de la consommation, justement. Si vous boycottez certains produits, ça ne se vendra pas, et à ce moment-là, ils seront bien obligés de changer. C'est ce qui se passe actuellement avec les produits bio. Enfin, quand même, vous avez le choix de manger bio. Ça coûte soi-disant un peu plus cher, c'est pas toujours vrai d'ailleurs. Hein. Mais circuit court et les produits bio, c'est déjà valable dans certaines choses. Évidemment, pas pour la télévision et les téléphones portables, mais en tout cas pour la nourriture. Donc, ça, vous avez quand même le choix, vous avez le pouvoir de ça. Il ne faut pas quand même déconner là, il ne faut pas dire on ne peut rien faire. Deuxième chose, à propos de la compréhension des choses. Quand j'entends dire je ne suis pas spécialiste, non, Marc a très bien répondu, insistant, c'est une question de logique globale. Il faut faire l'effort de relier les choses les unes aux autres. Et on n'a pas besoin d'être spécialiste, parce qu'il faut bien voir qu'un spécialiste, il est borné à sa spécialité. Donc il aura toujours une vision bornée, il n'aura jamais la compréhension globale d'un problème complexe. On est dans la complexité, il faut relier les choses les unes aux autres, et on n'a pas besoin d'être spécialiste pour ça. Oui, d'ailleurs, on le devient, quand on fait un effort, on devient très vite un connaisseur d'un domaine. C'est-à-dire que le film le montre bien. Effectivement, moi je ne pourrais pas me mettre dans la problématique du nucléaire jusqu'au bout, parce que je ne suis pas un scientifique nucléaire, je ne suis pas un biologiste moléculaire, mais j'ai bien ressenti qu'il y avait des problématiques transversales et communes, et elles sont nombreuses, et on aurait pu prendre aussi les gaz de schiste, qui sont aussi proches. Je veux dire, moi je suis aussi pour la convergence des luttes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs leviers, mais c'est des efforts qu'on doit faire de façon commune. Et à un moment, on se retrouvera. On se retrouvera sur le j'aime pas le dire, hein, champ de bataille, mais on se retrouvera. Toi tu fais ça et moi je fais ça. Moi j'ai une amie qui s'occupe des semences. Et on est dans la même dynamique. Elle s'occupe des semences. Là, j'aurais invoqué justement une proposition d'action qui concerne les Gangeois, ou du moins ceux du bassin de vie de Ganges, concernant justement ce choix que tu évoquais sur le fait d'être capable de s'alimenter, peut-être pas forcément avec ce que la chaîne, enfin, ce que l'industrie de l'alimentation nous propose, mais une alimentation sans pesticides et sans OGM. Je voudrais rappeler une toute petite anecdote entre parenthèses, c'est que au début du combat des OGM, on s'est rendu compte que, en fait, c'est un groupement de scientifiques des laboratoires Monsanto qui a réfléchi sur le fait de ne pas donner le nom du dictionnaire à leur production, parce qu'il existe un nom du dictionnaire. Et je vous le donne dans le mille, qu'est-ce que c'est que ce nom qui remplace le mot de organisme génétiquement modifié? Eh bien, c'est chimère, la chimère génétique. Et ça, le jour où ils se sont rendus compte qu'ils partaient avec ce mot en tant que mot de communication, ils ne pouvaient pas s'en servir parce que déjà leurs propos et leurs propositions étaient absolument pas supportés par le peuple. Donc il a été tout de suite question de trouver un autre mot, et ils ont trouvé ce mot dans lequel il y a cette phonétique assez extraordinaire de « oh, je l'aime ». C'est Michael Nicolas, la parole. Merci. Face à cette dictature de la finance, et surtout les médias qui les servent et qui endorment les gens, notamment la télévision, qui tient en laisse beaucoup de gens ce soir, on n'est pas si nombreux que ça. Je pense que face à ça et toutes les problématiques qui ont été évoquées, il faut qu'on soit le plus grand nombre d'avoir pris conscience de tout ça. Est-ce que votre film ne pourrait pas passer à la télévision par là? C'est le mot hasard qui ne va pas. C'est que lorsque vous faites un film, vous devez trouver des financements. Alors, comme ce film, comme nous avons filmé ces images de l'expérience de Gilles Serralini, nous avons été tenus de respecter une clause de confidentialité qui nous imposait
de ne pas pouvoir parler de cette étude pendant qu'on la filmait. Donc il nous a été impossible d'aller démarcher des chaînes de télévision pour pouvoir financer le film. Sauf une avec laquelle on a l'habitude de travailler, Canal+, qui nous a permis, sans qu'on leur raconte le sujet du film, de nous financer à 40% le film. C'est-à-dire qu'on est allé voir M. Rodolphe Belmer et M. Frank Weber et on leur a tout simplement dit, voilà, nous allons faire un film sur les OGM. Et ce qu'on voit, on ne vous dira pas ce qu'il y a dans le film, vous ne le saurez pas, mais ça risque de faire beaucoup de bruit. Ça sera même révolutionnaire. Et ils nous ont dit, allez-y. Et parce qu'on avait déjà travaillé avec eux, ils nous ont fait confiance. Ça veut dire que ça sera projeté sur Canal? Ça sera projeté sur Canal+. Je ne sais pas à quelle heure, j'espère à des heures d'écoute correctes. Je suis désolée, c'est une chaîne cryptée, mais j'ai du mal à croire que TF1 finance un tel film. J'ai du mal à croire, et nous n'allons pas voir ces chaînes-là aussi parce qu'elles ont tendance à formater leurs films, à imposer un formatage, une façon d'écrire le film, de raconter. Elles ont un regard, alors que Canal+ nous laissait complètement libres de faire ce que nous voulions dans ce film. Et ça, c'est inappréciable. Donc voilà, malheureusement, nous payons le prix de notre liberté. Après l'explosion d'Hiroshima, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc du coup, la naissance des OGM. Ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, c'est l'irréversibilité. これはどちらもいずれは取り去ることができます。放射能についてはどうなのかっていうことになると全くこの先わからないっていうことが。Le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge. Un OGM est un brevet, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. Si vous vous laissez envahir par les OGM qui sont fabriqués pour venir envahir les pays sous-développés, vous avez la corde au cou pour de bon. Quels sont les risques des OGM sur la santé? Personne n'en sait rien, quoi. Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. Très clairement aujourd'hui, il y a des risques graves. Les semenciers s'opposent à donner leur OGM pour qu'on les teste. Les premiers qui veulent pas de la recherche, c'est eux. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. Le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on veut pas de ces produits. Cette étude est vraiment quelque chose d'historique. Quelle est la solution? Elle est très simple. Manger bio. Ah, j'ai dit le mot. Je fais du lobbying pour le bio. Non. Je fais du lobbying pour une agriculture normale qui a existé depuis des millénaires et qui a vu son image disparaître à la fin de la Deuxième Guerre mondiale lorsque les produits phytosanitaires sont arrivés. On veut nous faire croire qu'on ne peut plus faire sans. Comment ont fait nos ancêtres? On peut tout à fait cultiver sainement et avoir des rendements bien supérieurs à cette agriculture chimique. Des agriculteurs américains sont récemment intervenus. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Greenpeace France pour voir les interviews de ces deux agriculteurs américains qui ont eux travaillé avec les insecticides, les pesticides, les fongicides, etc., mais surtout avec les OGM, avec le Mont 810. Et aujourd'hui, ils disent clairement qu'ils sont en train de se ruiner. C'est-à-dire que leur terre n'est devenue qu'un support à
produits OGM et que leur terre est devenue complètement infertile. On leur promettait des rendements extraordinaires et c'est devenu quelque chose de complètement stérile. Enfin, la terre est stérile et ils sont obligés de mettre des engrais et des engrais et des engrais pour pouvoir maintenir leur rendement. Donc c'est faux. Et aujourd'hui, ces agriculteurs le disent haut et fort. C'est un leurre. Et les agriculteurs américains, enfin, osent prendre la parole eux aussi. Donc ça veut dire on pourrait revoir nos campagnes fleuries déjà, peut-être un peu plus, et puis peut-être un peu plus d'agriculteurs. Est-ce que, parce que vous avez parcouru quand même pas mal d'endroits, est-ce que tu sens que l'agriculture et les gens, en tout cas, font ce pas, qu'il y a un changement réel de prise, non seulement de prise de conscience, mais une prise de conscience c'est bien. Je crois qu'il faut aussi arrêter le blabla et passer à l'action. Est-ce que tu as ressenti ça? Je perçois la naissance d'un doute chez certains, l'entêtement chez d'autres, parfois un entêtement qui m'étonne alors qu'ils sont malades. C'est très étrange, qu'ils ont reconnu qu'ils se sont trompés, mais qui continuent, parce que c'est trop complexe économiquement, qu'ils sont tenus économiquement de continuer, parce qu'ils se sont habitués à une dépendance économique, et faire marche arrière, ça voudrait dire peut-être renoncer à certaines choses. Renoncer à certaines choses, c'est ce que nous sommes tous amenés à faire tôt ou tard, de toute façon, il me semble. Ah, je suis pour la décroissance, quelle horreur. J'allais y venir. Voilà, je pense qu'il faut qu'on regarde un petit peu la façon dont on consomme, dont on vit, dont on dépend de l'autre, etc. Enfin, notre dépendance à l'autre et l'influence qu'on a, nous, sur notre comportement face à l'autre. Vice-versa. Et j'ai vu, pour en revenir aux agriculteurs, j'ai vu des étoiles briller dans les yeux de jeunes agriculteurs, de certains jeunes agriculteurs. Pas forcément des jeunes qui étaient issus de milieux agricoles, mais souvent citadins, et avec justement une prise de conscience et une véritable envie de revenir aux fondamentaux. Et ceux-là ont les yeux qui brillent, vraiment. Aujourd'hui, il y a des Japonais en colère. Il y a des Japonais révoltés, il y a des Japonais qui s'indignent véritablement. On ne nous montre pas dans la presse française ces centaines de milliers de Japonais dans la rue. Ça, on ne vous le montre pas. Et elles existent, cette manipulation existe et ces manifestations existent. Voilà. Est-ce que, à un moment donné, on parle des enfants, qu'il faudrait peut-être les évacuer. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as des nouvelles de ça? Est-ce qu'on évacue les gamins pour donner, en tout cas, la possibilité de ces Japonais d'une autre vie éventuelle? Il faut savoir qu'il y a dans les zones d'évacuation, il y a les zones d'évacuation qu'on appelle les zones PPI, c'est-à-dire les zones de toute proche proximité, de proximité de la centrale ou d'une centrale. Puis après, vous avez des zones qui sont plus larges, etc. Et c'est toujours circulaire. Donc on évacue les personnes en fonction de ce cercle. Alors que la contamination, elle n'est pas circulaire. Elle est complètement dépendante des vents et des obstacles qu'elle va rencontrer. Une montagne qui se dresse et le courant d'air et le courant de l'air va emmener la radioactivité dans un fin fond de vallée qui se trouve à plus de 80 km. Donc effectivement, on a aujourd'hui des populations, ils sont en train de quadriller au Japon des secteurs en disant tel secteur, on ne pourra plus y aller, tel secteur on peut y aller, tel secteur on peut encore y aller, mais on n'indemnise pas les gens en leur disant vous partez, mais on ne les indemnise pas forcément. On n'a pas d'enfants
qui sont traités. On a aujourd'hui des enfants avec des dosimètres. Ce qu'il faut savoir, et je répète encore, on le dit dans le film, avant l'explosion nucléaire, la dose acceptable, admissible était à 1 millisievert. Aujourd'hui, elle est à 20 millisieverts. C'est-à-dire qu'on est passé de 1, qui était la dose admissible, à 20, qui est la dose qui est tolérable pour un travailleur du nucléaire. Quand on met 20 millisieverts dans la thyroïde d'un tout petit enfant qui vient de naître, vous pouvez vous imaginer ce que ça fait à la thyroïde d'un tout petit enfant qui vient de naître, 20 millisieverts, alors que c'est une dose qui est acceptée pour un travailleur du nucléaire qui lui-même, après avoir reçu cette dose-là, va bien entendu passer, je crois que c'est 2 ou 3 ans au repos. Donc voilà, on en est là à Fukushima, on en est là au Japon. Mais on en est là en Europe aussi. C'est une terre condamnée. Enfin, elle a déjà un karma lourd, mais c'est une terre condamnée pour des milliers d'années, là. Mais c'est pas une terre, c'est objectif. Si on est un petit peu raisonnable, c'est l'ensemble de la planète qui est touchée par les conséquences directes de cette explosion. Aujourd'hui, on ne connaît pas à long terme les conséquences et les doses minimales sur l'organisme, ni sur plusieurs générations du nucléaire. Donc on joue complètement avec nos vies. On dit on n'a pas choisi ce titre par hasard, tous cobayes, on ne l'a pas choisi par hasard. On avait vraiment envie de demander aux spectateurs, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc maintenant, c'est aux spectateurs de décider. Moi, j'ai ma propre opinion. À vous de voir, aux spectateurs de voir ce qu'ils en pensent. Alors, à ton avis, on est sur la planète, on est je ne sais combien d'êtres avec nos identités, nos valeurs totalement différentes. Quelle serait pour toi la plus grande force qui unirait l'humain, ou en tout cas l'humanité, aujourd'hui? 3 mots, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet, ou peut-être complètement, c'est l'amour, le respect et la compassion. D'accord. Ben, merci. Ben, de rien.